du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Deux grands projets lancés par le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe cette semaine pour venir à bout de la précarité au Togo. Le FSB et le JV que la population bénéficiaire salue déjà. Vous les écouterez dans cette édition. Et dans la sous-région, c'est la lutte contre la sécheresse, la désertification pour assurer la sécurité alimentaire qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement à Niamey au Niger. C'était pour les 18e assises du SILS. Le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe y était représenté par le Premier ministre comme Selam Klassou. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. D'abord, le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe a reçu à la mi-journée de ce jeudi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon pour la paix et la stabilité internationale. Au menu de leur discussion, auquel a assisté le Premier ministre, la candidature du Japon à l'organisation de l'exposition universelle de 2025, la contribution de ce pays au développement de l'Afrique, entre autres. Nous écoutons l'ambassadeur japonais au micro de Yves Aguivivi. J'étais ambassadeur du Japon à Togo il y a 5 ans et je suis revenu. Et je suis ému d'être ici, de voir le nouvel aéroport et le développement et tout ce que j'ai parlé avec son Excellence il y a 8 ans. Les projets se sont bien réalisés. Donc je suis très content de voir le Togo se développer. Et aujourd'hui, je suis ici pour la promotion de notre candidature de l'exposition universelle 2025. Et j'ai parlé à son Excellence, Président de la République, notre intention d'être un candidat pour cette exposition universelle. Nous avons parlé avec son Excellence comment, à l'avenir, le Japon pourrait contribuer pour le développement et le bonheur du peuple togolais. Et surtout, l'an prochain, ce serait une autre année de TICAD, notre conférence de partenariat entre le Japon et l'Afrique. De 2019, nous allons avoir le TICAD 7 à Yokohama. Donc, j'ai sollicité et la bonne considération à son Excellence d'y participer. Le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe a donc donné le ton cette semaine à deux projets destinés à soulager les populations vulnérables. Le projet Filets sociaux de services de base FSB et celui d'opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV, et c'était à Yaka dans le Doufelgou. Une idée géniale car avec toutes leurs composantes, ces projets vont permettre d'offrir un mieux-être aux couches vulnérables de la société qui d'ailleurs expriment déjà leur satisfaction et attente. C'est au micro de Nestor Mozo. Avec l'exécution du FSB, projet filets sociaux et services de base, et de EJV, projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, ce sont des réponses qui seront trouvées aux besoins des populations. Le projet FSB a plusieurs composantes. La deuxième composante comporte un volet concernant les cantines scolaires. 38 000 élèves de 164 écoles sont concernés. À cela s'ajoutent les 34 000 élèves de 140 écoles qui bénéficient déjà du programme cantine scolaire. L'école primaire publique de Yaka est l'un des établissements déjà touchés par ce programme. Parents d'élèves et enseignants de cette école sont unanimes. La cantine a boosté l'effectif des élèves et les taux de réussite. Lorsqu'il n'y avait pas de cantine dans notre école, nous connaissions les difficultés suivantes. Un faible taux de fréquentation de nos enfants à l'école, des irrégularités enregistrées parmi ceux qui arrivaient parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger à midi dès le retour de l'école. Avec l'avènement de la cantine, elle a amélioré la fréquentation de nos écoliers qui passent de 346 élèves en 2014 à 630 élèves en 2018.
la cantine dans notre école a eu un impact très positif sur l'enseignement. Actuellement, pour les 2 dernières années, 2015-2016 par exemple, 2016-2017, on a 100% au CPD. Et dans les classes, le pourcentage va de 96,83 à 98. Donc c'est déjà un impact très important pour nous. Monsieur le Président de la République, merci pour avoir pensé à nous. Le projet EJV mise beaucoup plus sur les activités génératrices de revenus, le volontariat communautaire et la formation. Les VEC, volontaires d'engagement citoyen, y trouveront certainement leur compte, comme Abo Polonia. Il fait partie de la première vague envoyée dans la région de la Kara. Il se réjouit de sa situation actuelle grâce à son enrôlement dans les VEC. Je suis patron en menuiserie en ligne. Après le travail de 4 mois de volontariat, l'ANANDEV m'a appelé pour m'appuyer en me présentant mes kits de travail qui s'élèvent plus de 800 000 francs. Pour cela, j'avais peur, mais je pensais que c'est moi-même qui dois les compléter. Il me dit que bon, je vais payer seulement que 200 000 francs. Et de là, on m'a remis les kits. Et je l'ai pris. Et je me suis installé. Présentement, j'ai engagé 4 personnes. Je remercie beaucoup pour le soutien que notre papa, l'excellence président, qu'il a fait pour nous. Les cibles du projet EJV sont les jeunes âgés de 15 à 35 ans en situation de pauvreté ou de vulnérabilité issus de 200 villages dans 150 cantons à travers le pays. 14 000 jeunes vont bénéficier de ce projet. En procédant au lancement des projets filets sociaux et services de base et celui ayant trait aux opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables, le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe renforce les mécanismes dans l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes. Il s'agit pour les plus hautes autorités de redynamiser le soutien de l'État aux couches les plus vulnérables et de promouvoir l'emploi des jeunes. Une lutte contre la pauvreté qui reste constante sur le terroir. Joseph Amégan. Le projet filets sociaux et services de base et le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, 2 programmes qui viennent d'être lancés par le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, pour répondre davantage à l'autonomisation des femmes et à l'emploi des jeunes. Une promesse faite par le chef de l'État lors de son discours à la nation en début d'année 2018. Les plus hautes autorités togolaises s'engagent ainsi résolument à faire la part belle aux femmes, à la jeunesse et aux couches les plus vulnérables dans la mise en œuvre de la politique nationale de développement. Pour le chef de l'État, Faure Nyazingbe, il s'agit d'assurer aux ménages et aux communautés défavorisées un meilleur accès aux infrastructures socio-économiques de base et aux filets sociaux, une meilleure gestion des projets. Des jeunes vulnérables se verront également offrir des opportunités d'emploi. Depuis 2005, le président de la République a élaboré et mis en œuvre différents programmes pour efficacement répondre aux besoins exprimés par la population. Comme l'a toujours martelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, il nous faut aller plus loin et plus vite pour éliminer totalement la pauvreté dans notre pays. On rappelle, depuis 2005, avec le concours des partenaires, différents programmes ont été initiés, notamment le programme d'urgence pour la réduction de la pauvreté, en passant par le programme de développement communautaire PDC, le programme de développement communautaire filets sociaux PDC+, le programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures socio-communautaires pour répondre aux besoins exprimés par les populations à travers une démarche participative. Les mécanismes d'accompagnement et de soutien aux femmes, aux jeunes, aux agriculteurs pour renforcer leur inclusion et leur autonomisation financière, tels que le FAEJ, le PRADEB, le FNFI et le programme de volontariat ont été également développés. Et toutes ces initiatives ont eu un impact significatif sur la population bénéficiaire.
Il faut aisément comprendre que la lutte contre la pauvreté est une préoccupation majeure pour les plus hautes autorités togolaises qui s'investissent au quotidien à répondre aux attentes des femmes, des jeunes et des couches défavorisées. Le président de la République veut gagner un pari. Et avec les partenaires au développement, le président de la République s'engage à réaliser 200 micro-projets au profit des communautés à la base. 112 000 élèves vulnérables vont bénéficier de repas chauds. 120 000 ménages auront accès à des transferts monétaires et vont bénéficier de crédits pour des activités génératrices de revenus. 14 000 jeunes vont bénéficier d'emplois. En clair, l'amélioration des conditions de vie des populations, la diversification des mécanismes de soutien de l'État aux couches les plus vulnérables sont restés pour les plus hautes autorités togolaises des préoccupations constantes. Le FSB et le JV sont des projets cofinancés par la Banque mondiale. Et ce soir, nous revisitons les apports de cette institution financière dans la réussite de ces projets qu'elle cofinance. Et c'est un dossier de Luc Assis. Le projet Filets sociaux et services de base FSB et le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV seront réalisés sur la période 2018-2021. Ils sont cofinancés par la Banque mondiale à hauteur de 26,4 milliards de francs CFA. Ils ont été lancés à Yaka dans la préfecture de Doufelgou par le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. La représentante résidente de la Banque mondiale au Togo a salué l'engagement du gouvernement à faire reculer la pauvreté, à promouvoir le bien-être des populations togolaises. Elle a réitéré la disponibilité de son institution à accompagner le Togo dans sa lutte perpétuelle contre la pauvreté. La mobilisation au plus haut niveau de l'État et la forte mobilisation des populations que nous observons est la preuve que nous ne nous sommes pas trompés. Le projet de filets sociaux et de services de base et le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables apporteront des solutions durables à deux préoccupations majeures pour les communautés les plus pauvres, à savoir l'accroissement des opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables et le renforcement de l'accès aux infrastructures socio-économiques de base et aux filets de sécurité sociale. L'État togolais apportera des ressources additionnelles d'environ 9 milliards de francs CFA pour la réussite de ces projets et marquer sa détermination à toujours améliorer les conditions de vie des populations. La signature de convention entre le Togo et la Banque mondiale pour le financement de ces projets remonte en avril 2017. Autre actualité, la capitale du Niger, Niamey, a accueilli les 18e assises des chefs d'État et de gouvernement regroupés au sein du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. Un rendez-vous important où des questions essentielles dans la vie de l'institution sous-régionale dont les activités semblent tourner au ralenti ont été débattues. Il a également été question de revisiter les acquis dans la recherche pour assurer ainsi une sécurité alimentaire et la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification pour un nouvel équilibre écologique du Sahel. Le Premier ministre Comissé Lom Klassou y a représenté le chef de l'État Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Isidore Koubati. Assurer la sécurité alimentaire, s'adapter au changement climatique, renforcer la résilience des populations dans une région particulièrement confrontée à la sécheresse et à d'autres catastrophes naturelles telles que les inondations, renforcer l'institution pour lui donner ses lettres de noblesse, assurer le financement du SILS, faire face aux arriérés de paiement des contributions des États membres, tels sont les dossiers à analyser au cours de la 18e session des chefs d'État et de gouvernement du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. À l'ouverture des travaux, les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les partenaires du SILS ont partagé les mêmes points de vue concernant les mesures à prendre pour favoriser l'efficacité des actions du SILS, mutualiser les efforts, construire une vision commune entre acteurs, se mobiliser autour d'une stratégie globale, créer un cadre fédérateur pour les actions pérennes au changement climatique et à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Je voudrais, au nom de mes pairs,
réitérer notre engagement pour un Sahel prospère, en paix, en sécurité, où il sera très agréable de vivre, Inch'Allah. Nous demeurons convaincus que les actions engagées, notamment avec le concours de nos organisations intergouvernementales, telles la CEDEAO, merci M. le Président, fort, l'UEMOA, notre SILS, et plus récemment le G5 Sahel, permettront à très court terme de concrétiser de manière significative les efforts de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. J'invite donc les principaux acteurs des parties prenantes à s'investir sans relâche pour opérationnaliser rapidement cette réforme du SILS. Cela permettra de transformer et de moderniser l'institution afin qu'elle continue de nous servir d'arme de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Le message du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, délivré par le Premier ministre chef du gouvernement, commissaire Classou, se veut aussi un appel à une approche globale mais cohérente, visant le renforcement de l'intégration et l'harmonisation des décisions et actions en vue d'atteindre les résultats escomptés. Je voudrais, en ma qualité de président en exercice de la CEDEAO, saluer les actions entreprises par les différents comités dans ce sens et les encourager à poursuivre dans cette démarche pour atteindre les résultats escomptés. Je puis leur assurer de tout mon soutien et de celui des services compétents de la CEDEAO, car il en va de la survie de notre espace commun. Concernant le développement agricole, et particulièrement le volet sécurité alimentaire et nutritionnelle, on note dans l'espace CEDEAO-SILS que la campagne agropastorale est mitigée, affectant ainsi la situation alimentaire et nutritionnelle de millions de personnes de notre espace. Comme nous le savons tous, la question agricole est multidimensionnelle. Elle présente des fonctions multiples, à savoir alimentaire, sociale et économique. Or, dans le même temps, l'activité agropastorale se trouve confrontée aux aléas du changement climatique qui se manifeste de plus en plus par l'intensité croissante des épisodes de sécheresse et des inondations, voire des démarrages tardifs et ou arrêt précoce des précipitations. Tout ceci désorganise les producteurs et constitue des causes majeures de vulnérabilité. C'est en cela que je salue les efforts de notre institution commune, le SILS, qui est un cadre où l'on prône le développement d'une approche globale mais cohérente face au changement climatique afin de renforcer la résilience de nos laborieuses populations et garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, vecteur du développement inclusif et durable. Tout ceci pose le problème de la maîtrise de l'eau. C'est dans cette dynamique et dans le cadre d'une coopération sud-sud, le Togo et l'Égypte développent au niveau de notre pays des centres de formation en matière de maîtrise de l'eau en faveur des jeunes et des femmes en milieu rural. Au-delà des efforts déployés pour améliorer la production agricole, les États du SILS doivent aussi travailler à garantir les conditions de paix, de sécurité et de libre circulation des personnes qui sont des préalables indispensables au progrès et au développement durable de la sous-région. Le bonheur de nos populations n'est pas tributaire seulement de la productivité agricole. Il est question aussi des conditions de paix et de sécurité, ainsi que de la libre circulation des personnes et des biens dans notre
espace. Je profite de cette tribune pour exprimer notre solidarité et celle de la CEDEAO aux pays amis victimes des actes de terrorisme et de violence. Mais au-delà de ces pays, ce sont tous nos pays qui sont aujourd'hui menacés par ces actes indignes qui mettent en mal la paix, la sécurité et la stabilité, éléments essentiels pour le progrès et le développement durable de notre sous-région. C'est pourquoi la CEDEAO, par ma modeste voix, se félicite des résultats positifs enregistrés par la force multinationale mixte du bassin du lac Tchad dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram et des avancées considérables réalisées dans l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Par ailleurs, nous encourageons vivement les États membres de la CEDEAO et aussi du SILS à mieux partager les renseignements et informations entre eux afin de mieux lutter contre le terrorisme, ce mal qui ne connaît pas de frontières, de religion ni de cible. La CEDEAO ne manquera pas d'apporter tout le soutien nécessaire à l'opérationnalisation du système d'information policière de l'Afrique de l'Ouest, CIPAO, destiné à accroître la capacité des services à combattre la criminalité transnationale et le terrorisme. Le SILS a été créé le 12 septembre 1973 à la suite des grandes sécheresses qui ont frappé le Sahel dans les années 110. Il regroupe 13 États dont le Togo et se donne pour mission générale l'investissement dans la recherche de la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse, de la désertification et du changement climatique pour un nouvel équilibre écologique du Sahel. Le SILS est soutenu par plusieurs partenaires techniques et financiers. Et la conférence du SILS justement a pris fin avec d'importantes décisions allant de la pérennisation de l'institution pour lutter efficacement contre la sécheresse au Sahel et promouvoir la sécurité alimentaire. Il faut également noter qu'à l'issue de ces assises, le président du FASO a pris la présidence tournante du SILS pour un mandat de 2 ans. Nous retrouvons Isidore Koubati. Au terme de la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, à Niamey au Niger, le président Ibrahim Boubacar Keïta, dont le passage à la tête du SILS a été unanimement salué par ses pairs, a passé le témoin au président Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso. À l'issue des travaux à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement du SILS ont mis fin à la 18e session ordinaire de la conférence qui a été sanctionnée par un communiqué final. Le ministre de l'Agriculture du Mali, coordonnateur sortant du SILS, en livre les grandes décisions. La conférence remercie son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, l'accueil chaleureux et l'hospitalité réservée aux délégations, ainsi que la bonne organisation du sommet. À l'issue des travaux de la 18e conférence, les chefs d'État et du gouvernement, ainsi que les chefs de délégation présents, ont pris les décisions suivantes. 1. La poursuite du processus du SILS amorcé en 2017 après le Conseil des ministres de Nouakchott sous l'égide du ministre coordonnateur et du secrétaire exécutif. 2. Le financement durable de l'institution à travers notamment la recherche d'un mécanisme mieux approprié que celui existant. 3. Le paiement des arriérés de contribution et la régularité dans le paiement des cotisations des États membres. 4. L'approbation de la demande d'adhésion du Soudan au SILS. 5. Le renforcement du soutien politique des États membres aux actions du SILS dans le but de renforcer sa visibilité et son impact. 6. Le renforcement de la coopération SILS avec la CEDEAO, l'IMOA, les CASEC, CEMAC et les G5 Sahel. La conférence remercie et félicite son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, président en exercice son temps du SILS pour le travail accompli. La conférence félicite son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, pour sa désignation comme président en exercice du SILS.
La conférence remercie les partenaires techniques et financiers du CIS pour leur appui multiforme et constant. En sa qualité de nouveau président en exercice du CILS, le président Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso a défini les priorités de son mandat de 2 ans. Elle vise à poursuivre les réformes à conduire en vue de rendre davantage efficaces les actions du CILS. Ces priorités feront également l'objet d'une feuille de route que le président en exercice promet de soumettre dans un bref délai à ses pairs. En reprenant le flambeau de notre frère et ami, le président Ibrahim Boubacar Keïta me passe, je voudrais d'ores et déjà annoncer que parmi les priorités de mon mandat figure la mutualisation des actions et le renforcement de la synergie entre les organisations intergouvernementales similaires, telles que la Commission de lac-Tchad, l'autorité de Tégo-Gourmand et le G5 Sahel en vue de la sauvegarde du lac-Tchad. La lutte contre les phénomènes d'ensablement des principaux cours d'eau de notre espace, la promotion des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, la réforme du CILS pour plus d'efficience et de résultats probants au bénéfice de nos moyennes populations, la transformation des systèmes de production agro-silvopastoraux en vue de créer des emplois pour les jeunes et l'autonomisation des femmes, la recherche du profit du dividende démographique pour l'émergence économique de nos États, le renforcement de la visibilité du CILS à travers la communication et le dialogue accru avec les partenaires au développement et les États membres. Toutes ces priorités feront l'objet d'une feuille de route que je me ferai le devoir de porter à votre connaissance au temps opportun. L'admission annoncée du Soudan lors du sommet de Niamey porte à 14 le nombre de pays membres du CILS. Sur le plan national, sachez que c'est le colonel Apollinaire Essodina Kadanga qui est le nouveau responsable de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et Foufat de Pia. Il remplace à ce poste le colonel Pacha Yode, appelé à d'autres fonctions. Nestor Mozo pour le résumé de la cérémonie de passation de commandement présidée par le chef d'état-major général des FAT. Suivez. Passage en revue des troupes par le chef d'état-major général des forces armées togolaises pour ouvrir la cérémonie de passation de commandement à l'EFOFAT. Par arrêté pris le 8 janvier 2018, le colonel Apollinaire Essodina Kadanga a été nommé à la tête de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises. Avec cette cérémonie, il prend officiellement fonction. Présentez 1. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel Kadanga Essodina Apollinaire, ici présent. Vous lui obéirez pour tout ce qu'il vous commandera, pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Le colonel Apollinaire Essodina Kadanga a fait son entrée au FAT en août 1986 et affecté au RSA, régiment de soutien et d'appui. Il a suivi des études à l'école de formation des officiers de l'armée de terre à Londres, en Allemagne. En 2004, il passe avec succès le cours d'état-major à l'école militaire de Kénitra au Maroc. En 2013, il est sorti nanti du brevet de l'Académie du commandement de Hambourg en Allemagne.
Avant sa nomination à la tête de l'EFOFAT, il était chef bureau chargé des opérations de maintien de la paix à l'état-major général de FAT. Le colonel Apollinaire Kadanga a témoigné sa reconnaissance au président de la République, chef des armées, pour la confiance placée en lui. Il s'est engagé à mettre en œuvre les directives qui lui ont été données. Il appelle chaque acteur de l'EFOFAT à jouer sa partition avec rigueur, professionnalisme et dans le respect des tests régissant le centre. Le chef d'état-major général de FAT, le général de brigade Félix Abalo Kadanga, a demandé à tous les collaborateurs du nouveau commandant de l'EFOFAT à lui apporter le soutien nécessaire pour qu'il puisse réussir la mission qui lui a été confiée. Et lancement cet après-midi du projet MoLab. Entendez, laboratoire et bibliothèque mobile. Il s'agit d'un bus équipé de matériel de laboratoire, de matériel didactique et de livres pour les élèves des milieux défavorisés de Lomé et de l'intérieur du pays. Ceci pour leur donner l'occasion d'allier théorie et pratique. Et c'est une initiative parrainée par l'ambassade des États-Unis au Togo. Nous vous ferons découvrir en détail ce projet, le projet MoLab, dans nos prochaines éditions. Et dans le processus de mise en œuvre d'un projet social visant la réduction de la pauvreté et l'aide aux couches vulnérables, l'entreprise sociale du marché commun ESMC a entrepris une démarche de partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Un partenariat qui devrait se concrétiser après respect de certaines normes. Et ce jeudi, lors d'un point de presse, les responsables de la CCIT déclinent leur adhésion à ce partenariat. Pourquoi? Les réponses avec Serge Tastom et Antoinette Romao. On va voir. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo CCIT, dont la mission est d'accompagner les entreprises privées, soutient tout projet visant à promouvoir une économie forte permettant d'éradiquer la pauvreté. Ainsi, elle a été sollicitée par l'entreprise sociale de marché commun ESMC pour être partenaire dans la gestion de sa plateforme de production commune. En ce sens, des préalables ont été posés par la CCIT au cours des discussions. Au cours des discussions, des conditions avaient été posées par la CCIT avant toute prise de décision quant à sa participation en tant que membre de la FOADIP. Il s'agissait notamment de la levée de certaines préoccupations clairement exprimées au cours des divers échanges qui ont précédé la convention marquant le démarrage des activités de la FOADIP et réunissant 3000 délégués le mardi 30 janvier 2018. Les conditions posées par la CCIT concernaient la mise à disposition par ECMC 1. d'un descriptif complet du fonctionnement de la plateforme et exposant un schéma concret. 2. Des différents agréments nécessaires à l'exercice de telle activité. 3. Des résultats de l'enquête conduite sur l'ancienne structure dénommée Redémarre. Au vu de ces conditions non satisfaites, selon la CCIT, elle n'entend donc pas répondre favorablement à la demande de partenariat avec le SMC. Ainsi, le président de la CCIT attire l'attention du public sur la non-crédibilité de cette structure et dément toute implication dans sa gestion. Nous tenons à affirmer ici qu'en de telles circonstances, et en l'absence d'éléments concrets et satisfaisants pouvant nous permettre d'avoir une bonne compréhension du contenu de la plateforme, il ne nous est pas possible de répondre favorablement à la demande de partenariat qui nous a été adressée par les promoteurs de l'ESMC. Nos préoccupations n'ayant pas été levées, nous considérons comme caduque toute action, suggestion et proposition que notre institution aurait eu engagée dans le cadre de la concrétisation du partenariat sollicité par le SMC. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo est déterminée à soutenir toute initiative en faveur d'une croissance forte, inclusive et durable, mais ne saurait s'engager dans un projet sans avoir l'assurance
d'une parfaite harmonie avec sa vision du développement du secteur privé. Le président de la CCIT appelle toute la population à plus de vigilance face à ces genres de structures. Et je vous donne la lecture de cet arrêté. Le ministre de l'économie et des finances, vu le traité de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA en date du 20 janvier 2007, arrête. Il est mis fin aux activités du comité ad hoc de préparation de l'Assemblée générale extraordinaire de mise en place des organes du Fonds d'assistance aux initiatives privées au Togo. L'arrêté numéro 137 du 26 septembre 2017 portant création d'un comité ad hoc de préparation de l'Assemblée générale extraordinaire de mise en place des organes du Fonds d'assistance aux initiatives privées au Togo est abrogé. Le coordonnateur de la cellule d'appui et de suivi des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. L'Église à l'écoute des jeunes et les jeunes au service de l'Église. C'est autour de ce thème qu'a été organisé cette année le pèlerinage à Dalouag, à Dapan. Une rencontre annuelle donc des fidèles chrétiens catholiques du diocèse de Dapan et de ses environs. Le compte rendu avec Désiré à l'œil. L'Église à l'écoute des jeunes et les jeunes au service de l'Église, thème global retenu ici pour le pèlerinage annuel de Dalouag. Une rencontre spirituelle des fidèles catholiques du diocèse de Dapan et d'ailleurs, parmi eux l'évêque et les autres autorités pour louer Dieu et le remercier pour sa grâce. Sous la protection de Maria Goretti, mère protectrice céleste du diocèse de Dapan, les milliers de pèlerins ont répondu à ce rendez-vous annuel de Dalouag. Sous la protection de Maria Goretti, mère protectrice céleste du diocèse de Dapan, des milliers de pèlerins ont répondu à ce rendez-vous pour communier avec Dieu. Un rendez-vous pour ensemble méditer la parole de Dieu. Monseigneur Dominique Didil, se référant au texte biblique retenu et tout en demandant au Créateur de protéger sa créature, a exhorté les fidèles chrétiens à être des messagers de paix. Le diocèse a pris l'engagement cette année de se mettre vraiment à l'écoute des jeunes, à l'écoute de leur joie, à l'écoute de leur peine, à l'écoute de leur souffrance, mais aussi à l'écoute de leur espoir, pour les amener à mieux connaître Jésus, pour les amener à discerner les signes de la présence de Dieu dans leur vie, les amener progressivement à connaître Dieu, à l'aimer et ensuite à se mettre à son service en servant les hommes et les femmes, leurs frères et leurs sœurs. Prier et chanter à la gloire de Dieu reste une nécessité spirituelle pour conduire sa vie selon les recommandations de Dieu. Les fidèles chrétiens à l'unisson ont tendu leur voix, leur intention vers Dieu et croient être dignes pour marcher avec lui. Je suis très heureuse d'avoir vu bon nombre de jeunes à venir participer à ce pèlerinage et à écouter le thème de ce jour. Je rends grâce à Dieu pour toute l'immense grâce qu'il fait dans nos vies et qu'il touche le cœur de chacun pour que nous soyons vraiment vifs à écouter sa parole et en faire de cette parole beaucoup de choses qu'il prétend pour nous. Monseigneur Dominique, notre père évêque, nous a exhortés, particulièrement les jeunes, à respecter le thème de l'année qui est consacré à la jeunesse et l'engagement du jeune par rapport à la vie de l'Église. Et nous savons tous que notre diocèse est dans un système de taux de prise en charge. Il a exhorté tous les fidèles, partout où ils soient, qu'ils puissent prendre en charge la vie de l'Église, voir en face le Togo, le retour de la paix. Et comme la Vierge Marie qui est toujours disponible, disposée à être au service de l'Église,
toujours au service de l'Église, qui nous écoute et qui transmet à son fils tous nos demandes. Le pèlerinage de Dalouag, édition 2018, rentre dans l'histoire. Les fidèles chrétiens pèlerins repartent confiants que la marche avec Jésus reste la seule voie de réussite, en suivant donc les pas du Père Céleste qui a tant aimé l'homme créé à son image. Rendez-vous pris, premier samedi de février 2019. Et nous respectons notre rendez-vous du jeudi avec la Pâque des Sports. Et c'est avec Claude avant. Claude, bonsoir. Bonsoir, Anita. Et Claude, le Comité national olympique du Togo, par le biais de l'Académie nationale olympique, a organisé hier à Lomé une session de formation, et ceci à l'intention des femmes du milieu sportif togolais. Quatrième du genre, cette session qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'Académie nationale olympique a pour thème la place des femmes dans le sport et l'olympisme au Togo. Thierry Touba pour plus de précisions. La place des femmes dans le sport et l'olympisme au Togo. Tel est l'intitulé du thème retenu pour cette quatrième session annuelle de formation à l'intention des femmes des milieux sportifs togolais. Une session organisée depuis 2011 par le Comité national olympique du Togo en vue d'inciter les femmes à s'impliquer davantage dans les instances dirigeantes sportives du pays et de sensibiliser les hommes à cet effet. Et cette fois-ci, la formation sera axée essentiellement sur les voies et moyens pour faire éclore le sport féminin au Togo. Il faut qu'on s'affirme et c'est nous qui faisons les hommes et nous ne donnons pas la même éducation aux garçons et aux filles. Donc la fille se sent lésée ou bien se sent faible par rapport à l'homme et se dit qu'elle ne peut pas occuper un poste de responsabilité. Et je pense que s'il faut maintenant remédier à cet état de choses, il faut que nous donnons une éducation paritaire à nos deux enfants des deux sexes. C'est une question de confiance et peut-être d'organisation. C'est ce qu'on va leur apprendre à gérer pour pouvoir faire le sport. Et je vous dis, si je suis au poste où je suis et je tiens bon, c'est l'esprit sportif qu'il y a en moi qui me guide beaucoup à tenir dans l'adversité et à mieux m'organiser pour donc être efficace à mon poste. Le Comité national olympique du Togo, à travers ces sessions de formation, ne poursuit qu'un but, celui d'accroître la représentativité des femmes dans les structures décisionnelles du sport national. Nous avons des femmes capables. On voudrait amener beaucoup de femmes à faire le sport. On voudrait amener, et spécialement en ceci concerne cette session, encourager les femmes à prendre des rôles de dirigeants en matière de sport. Ça, c'est l'objectif principal. Quand la femme gagne, c'est toute la famille qui gagne. C'est encore plus que l'homme. Et nous venons de lancer un appel vibrant à ces femmes de mettre une commission de sensibilisation afin que les femmes de demain puissent relever le défi du sport togolais. La quatrième session annuelle ainsi ouverte et fermée, le suivi des recommandations revient à l'Académie nationale olympique. Et Claude, du 26 mai au 9 juin prochain se déroulera à Toulon, en France, le Festival international des équipes nationales Espoir. Et notre pays, le Togo, y sera représenté. Pour la représentation digne de ce nom, une sélection des joueurs est en cours à travers des stages. Ce matin, les joueurs convoqués ont livré un match amical face à l'AS Auxerre au stade d'Agonivé. Résumé, Jean Kofi et Dédi. Le Togo prend part au prochain Festival international Espoir de Toulon en France, le 46e du genre. La sélection nationale togolaise Espoir se prépare en conséquence. Elle vient de boucler un premier stage de 4 jours sous la direction du sélectionneur national adjoint Jean-Claude Abalo. C'est que ça va pas être facile d'abord parce qu'on va trouver des joueurs, des joueurs qui ont déjà l'expérience de haut niveau. Donc c'est pour ça que nous on essaie d'anticiper dès maintenant avec les joueurs qu'on a vus en championnat qui répondent aux critères demandés. Pour l'instant, on a noté ceux qu'on a trouvés très bons. Et après on fera nos deux stades, mais c'est sûr qu'on a vu de très bonnes choses. C'est pour juger la forme de ces joueurs espoirs qu'un match de foot les a opposés à l'AS Auxerre, un club de première division. Un but partout, c'est le verdict de la rencontre. Sur ce match, ils ont bien travaillé. J'appréhendais un peu pour ce match parce que physiquement ils vont craquer. Mais non, en plus ils ont monté de bonnes choses. Mais à 0, se fait rattraper dans les arrêts de jeu.
Bon, le score, c'était pas franchement l'essentiel pour nous. Notre but, c'est de mettre quelque chose en place parce qu'avec les joueurs, les jeunes, il faut du temps. C'est très impressionnant, c'est des jeunes très talentueux qui n'ont pas eu beaucoup de temps de travail, mais par rapport à ce qu'ils ont montré, je pense que c'est un peu satisfaisant. J'ai vu des touches de balle, des combinaisons offensives comme au milieu du terrain, c'était vraiment très intéressant. Encore plus de sérénité, plus de concentration, ils vont vraiment faire une bonne équipe. Dans les rangs des sélectionnés, on retrouve des noms tels Crédit Thibault, Elom Nyavedi, Guillaume Yenoussi et autres, Doutche Innocent, le capitaine. L'équipe est ensemble, ça fait banalement 3-4 jours, donc on n'a pas pu faire beaucoup de choses, ce qui fait qu'on s'est débrouillé, tout le monde a joué ce qu'il peut faire. Donc, comme la date du démarrage du festival n'est pas encore arrivée, on a beaucoup de temps pour se préparer. 2 autres stages verront le jour pour parfaire le travail amorcé avant la compétition prévue du 26 mai au 9 juin 2018 avec 12 nations. Anita, avant de rappeler aux amis télésportifs qu'ils retrouveront Alfred Kolani et ses invités samedi dans Direct Foot, soulignons que l'AS Togoport, notre représentante en éliminatoire allée de la Ligue des Champions, qui affrontera les Léopards de Dolésie du Congo-Brazza samedi, s'est entraînée ce matin à Brazza après son arrivée hier dans la capitale congolaise. Merci beaucoup Claude et on se retrouve jeudi prochain pour d'autres informations sportives. Et ce communiqué du ministre de la Communication pour finir dans le cadre de la tenue des élections présidentielles égyptiennes prévues courant mars-avril 2018. L'ambassade de la République arabe d'Égypte au Togo porte à la connaissance des acteurs de la presse togolaise intéressés par la couverture médiatique de ce scrutin et désireux d'avoir des informations supplémentaires sur les dites élections qu'une adresse internet a été créée à leur intention. Il s'agit du Cairo Press Center @gmail.com. Harcèlement sexuel des femmes, la parole est-elle libérée au Togo? C'est à cette question que vont tenter de répondre les invités de Lys Djamien ce soir dans l'émission Jeudi Femmes. À suivre à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise et à 22h30, Prudence Zinsou se fera un plaisir de vous retrouver pour la dernière édition du journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Au revoir.